en ce qui concerne plus particulièrement les ICPE en lien avec le monde agricole. La particularité des missions de l'inspection des installations classées, c'est que c'est une police de l'environnement, mais une police qui a à la fois un pouvoir de contrôle, comme on l'entend au sens commun police, mais également d'encadrement réglementaire. C'est-à-dire ces services proposent aussi et ajustent les prescriptions que devront respecter les différents sites et proposent les autorisations ou les enregistrements. Et ces deux missions se répondent, à la fois du contrôle terrain, qui peut aboutir à des modifications de prescription, la définition de prescription qu'on va ensuite aller contrôler sur le terrain. Et la troisième fonction, c'est l'information. Et typiquement, on remercie le réseau consulaire de nous permettre aujourd'hui d'exercer cette mission d'information, en particulier sur le sujet de la sécheresse. On vous a remis la définition d'une installation classée. Donc, c'est toute exploitation d'installation industrielle. Industrielle, c'est au sens large, parce qu'on a aussi typiquement des carrières, on peut avoir de la prestation de services, sur tout ce qui est traitement de déchets, tri, regroupement. Donc, c'est une acception assez large du sujet industriel ou agricole, susceptible de créer des risques pour les tiers, pour les riverains. C'est quand même la première cible de la police ICPE, mais également de provoquer des pollutions des licences vis-à-vis de l'environnement, que ce soit en fonctionnement normal, c'est ce qu'on appelle les risques chroniques, ou en fonctionnement accidentel, typiquement les risques accidentels. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des installations fixes. Donc on ne traite pas tout ce qui est transport de matières dangereuses, par exemple, ou toute installation qui est mobile n'est pas visée par cette réglementation. Comment on sait si on est une installation classée ou pas pour la protection de l'environnement? En fait, on a un outil qui est une nomenclature qui définit par type d'activité, par type de stockage de produits, quelles sont les activités qui relèvent de cette réglementation. Pour certaines activités, il y a des seuils déjà pour rentrer sous la réglementation ICPE, et pour certaines activités, il n'y a pas de seuil. Donc, dès que vous exercez cette activité, vous êtes automatiquement classé ICPE, quel que soit votre volume en fait de production ou de transformation. On a 3 régimes. Le plus simple, comme son nom l'indique, c'est la déclaration. Avant de commencer à exploiter l'installation, vous faites une déclaration qui est une télédéclaration. C'est obligatoire aujourd'hui, c'est une télédéclaration numérique pour dire qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez le faire notamment. Vous avez un récipient de déclaration, on vous dit qu'est-ce que vous devez respecter comme prescription et vous pouvez commencer à exploiter. Ensuite, on a 2 régimes qui sont plus exigeants en termes de dossier préalable à cette exploitation, en termes d'instruction et de justification sur qu'est-ce que vous allez mettre en place et est-ce que votre installation est compatible ou pas avec les intérêts qu'on souhaite protéger. Donc c'est le régime de l'autorisation qui est le plus complexe en termes de procédure, ou le régime de l'enregistrement. Pour savoir à quel régime vous êtes soumis, c'est indiqué dans la nomenclature, notamment en fonction de seuils et de critères de classement. En région Pays de la Loire, 4000 installations soumises à autorisation et enregistrement, sachant qu'au-delà de la partie réglementaire, ce sujet autorisation-enregistrement implique un contrôle par le service de l'inspection de ces prescriptions à des fréquences variables, la plus faible étant tous les 7 ans. C'est assez rare aujourd'hui des installations qu'on va voir tous les 7 ans. Et la fréquence la plus importante, c'est tous les ans, notamment pour les installations qui sont visées par la directive Seveso accidentelle ou d'autres types d'installations. Sur les déclarations, s'il n'y a pas de plainte ou d'accident, le contrôle, on n'a pas vocation à aller faire des visites de contrôle, sauf cas particulier ou action coup de poing. Pour retrouver une présentation plus large de l'Adréal, on vous invite à aller regarder ce petit film Dailymotion qui dure à peine 2 minutes, qui vous représentera plus en détail l'émission de l'Adréal. Et je laisse la parole à Madame Champerdry. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélia Champerdry, référente eau au sein de la division risque chronique au sein de l'Adréal. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui va être de faire le point sur la réglementation applicable en période de sécheresse, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place pour une gestion de la ressource en eau. Donc, tout d'abord, alors excusez-moi. Voilà. Nous allons commencer par le contexte régional. Donc, à l'échelle des Pays de la Loire, les prélèvements d'eau sont constitués principalement
Donc, il y a des prélèvements bruts qui sont destinés tout d'abord à la production d'eau potable pour environ 60%. Et 35% de ces prélèvements dans le milieu sont dédiés à l'irrigation. Dans production d'eau potable, sur le réseau d'eau potable, il y a aussi des usages pour les différentes activités économiques. Les prélèvements dans le milieu naturel pour l'industrie et les activités économiques représentent 4,9%. Et ils sont représentés majoritairement en Pays de la Loire par le secteur de l'agroalimentaire, qui est prépondérant en région, ce secteur prélevant sur toutes ressources qui peuvent être principalement l'eau potable, mais également les eaux souterraines. Nous avons également des secteurs qui sont définis dans le SDAGE en déficit quantitatif hydrique. Le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est l'outil de planification qui vise à assurer la gestion des ressources en eau. Il définit à l'échelle de la région du bassin Loire-Bretagne des zones dans lesquelles les prélèvements sont plafonnés ou limités. Vous avez en vert les zones pour lesquelles les prélèvements sont plafonnés et en bleu les zones pour lesquelles les prélèvements sont limités à un quota. C'est-à-dire que tout nouveau projet de prélèvement dans ces zones doit être compatible avec les contraintes du SDAGE et doivent respecter ces contraintes. Sur ces cartes présentées, vous avez l'évolution de la situation entre 2019 et 2025 de l'état des eaux superficielles au 1er septembre. Les secteurs en rouge sont les secteurs en crise et les secteurs en orange en alerte renforcée. On voit bien donc les épisodes de sécheresse très marqués en 2019, 2022, 2023. 2025 est également marqué sur cette ressource pour les Pays de la Loire. Je vous ai présenté un zoom sur les différentes ressources qui sont les eaux souterraines, les eaux superficielles et l'eau potable. À gauche, vous avez les niveaux de gravité au 1er septembre sur les eaux souterraines, au centre sur les eaux superficielles, donc majoritairement en alerte renforcée, en alerte et en crise, et sur l'eau potable à droite, avec des zones en alerte, alerte renforcée et crise à l'échelle de la région Pays de la Loire. Pour suivre la situation de ces niveaux de gravité sécheresse, il existe l'outil Vigio qui permet de connaître les restrictions en vigueur selon sa localisation et le profil de chaque consommateur d'eau. Donc, vous pouvez indiquer que vous êtes un professionnel, votre adresse complète, et vous pouvez avoir accès aux restrictions qui sont en vigueur sur la zone sur laquelle vous vous situez. C'est un outil pour lequel il faut que vous ayez une veille régulière en période de sécheresse. Concernant le cadre réglementaire, la réglementation en période de sécheresse repose sur 3 cadres d'application. On a tout d'abord les arrêtés départementaux sécheresse, qui sont des arrêtés pris par le préfet en période de sécheresse et qui déclenchent les niveaux de gravité sur un périmètre limité et sur une durée limitée en fonction de la dégradation de l'état des ressources. Ce sont des arrêtés qui peuvent se succéder et vous pouvez les consulter sur les sites internet des préfectures. Ces arrêtés sécheresse départementaux, ils imposent des mesures à tous les usages qui ne sont pas prioritaires. Les prélèvements pour les entreprises ne sont pas des usages prioritaires et vous trouverez dans ces arrêtés sécheresse les mesures qui sont applicables à toute entreprise confondue. Vous avez également le deuxième cadre réglementaire qui est l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, qui est lui spécifiquement applicable à certaines ICPE, on va le voir tout à l'heure. Et le troisième cadre, c'est les dispositions spécifiques sécheresse qui peuvent être dans les arrêtés préfectoraux de chacun des sites encadrés par un arrêté préfectoral. Ces mesures peuvent se superposer si les cadres n'ont pas prévu si ces cadres n'ont pas prévu d'articulation entre les différents textes. Elles peuvent se superposer et dans ce cas, c'est la disposition la plus contraignante qui prévaut.
Concernant le premier cadre, les arrêtés sécheresse départementaux, je l'ai dit tout à l'heure, ils s'appliquent à tous les usages. Le cadre est départemental ou interdépartemental et les modalités sont propres à chaque département. Il faut consulter les arrêtés sur les sites internet des préfectures. Pour les usages de l'eau nécessaires au process, qui est une catégorie spécifique des mesures prévues dans ces textes, vous avez 4 niveaux de gravité. Le niveau de vigilance, pour laquelle il est prescrit une sensibilisation du personnel, le niveau d'alerte, le niveau d'alerte renforcée et le niveau de crise. Je vous ai dit que les modalités étaient propres à chaque département. Dès l'alerte renforcée, les mesures sur les usages de l'eau nécessaires au process nécessitent des réductions qui peuvent aller jusqu'à -25 à -30% et en crise, aller jusqu'à un arrêt partiel ou temporaire sur décision du prévenu. L'arrêté du 30 juin 2023, je vous disais tout à l'heure qu'il s'applique spécifiquement aux ICPE qui sont soumises à autorisation ou enregistrement et qui prélèvent toutes ressources confondues plus de 10 000 m3 par an. Il y a une note d'application disponible sur le site EIDA qui explique les modalités de mise en œuvre de cet arrêté du 30 juin. Cet arrêté, il fixe des règles spécifiques et notamment des restrictions sur les prélèvements en fonction du niveau de gravité. En vigilance, il prescrit la sensibilisation du personnel. En alerte, une réduction de -5%. En alerte renforcée, une réduction de -10%. Et en crise, une réduction de -25%. Ces réductions s'appliquent sur le volume de référence. On va voir de quoi il s'agit dans la diapositive suivante. J'attire l'attention sur la nécessité de déclarer les volumes dès lors que la ressource se situe en alerte renforcée ou crise et que les prélèvements s'effectuent sur ces ressources atteignant ces niveaux de gravité. La déclaration des volumes, qui est obligatoire, rendue obligatoire par l'arrêté, se fait sur le site JDAF. Ces niveaux de réduction sont à atteindre assez rapidement puisqu'ils sont à atteindre au plus tard 3 jours après le déclenchement du niveau de gravité. Les réductions ne s'appliquent pas directement au prélèvement total, mais elles s'appliquent à un volume de référence. Ce volume de référence, il est à calculer pour chaque milieu de prélèvement, volume de référence eau potable, volume de référence eau superficielle et volume de référence eau souterraine, le cas échéant. À ce volume de référence peuvent être déduits les volumes dits incompressibles, c'est-à-dire les volumes qui répondent aux exigences de protection de l'environnement ou de santé publique et animale. Il est pris à taux forfaitaire de 5%. C'est la règle de l'arrêté ministériel. Ces réductions s'appliquent à la consommation d'eau, c'est-à-dire que s'il y a un prélèvement et un rejet dans la même masse d'eau, la réduction peut en tenir compte. À titre d'exemple, et pour vous illustrer l'application de l'arrêté ministériel, je vous propose un exemple d'un site qui prélève donc sur les eaux souterraines et l'eau potable et qui se situe donc en niveau de crise pour les eaux souterraines et en niveau de gravité alerte renforcée pour les eaux potables. Je vais développer simplement l'exemple du forage en nappe souterraine. Si l'exploitant prélève 300 m3 jour, pour calculer le volume de référence, il peut déduire les volumes incompressibles, donc 5%, ce qui fait un volume de 285 m3 jour. C'est à ce volume de référence que s'applique le taux de réduction, qui est sur les eaux souterraines de 25% puisqu'on est en crise, ce qui ramène à un volume à réduire de 30 m3 par jour. Alors, cet arrêté ministériel prévoit également des modalités d'exemption, notamment pour les entreprises qui ont déjà réduit leur prélèvement de 20%, ou bien celles qui réutilisent des eaux d'au moins 20% par rapport à leur prélèvement d'eau. Il y a également des installations qui répondent à une définition de l'article 3 de l'arrêté,
qui peuvent être exemptés des réductions du texte. Ça peut être donc la production et la production d'eau potable, la production de médicaments, le traitement de déchets dangereux et non dangereux, et la transformation agroalimentaire en flux poussé. Il faut répondre à ce caractère flux poussé, c'est-à-dire que ça porte en fait sur les denrées qui peuvent être périssables. Je prends l'exemple du lait frais, qui est une denrée qui doit être rapidement transformée et qui répond à cette notion de flux poussé. Donc, ces activités sont explicitement visées à l'article 3 de l'arrêté. Au-delà des périodes de crise, les entreprises ont également l'obligation d'utiliser l'eau de manière efficace. Elles doivent prendre les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de leur installation pour utiliser la ressource en eau de façon efficace. C'est une exigence réglementaire qu'on retrouve dans plusieurs textes, notamment l'arrêté ministériel qui encadre les installations soumises à autorisation. Et donc, il est essentiel pour les entreprises d'anticiper en réalisant un diagnostic de leur prélèvement et de leur consommation d'eau sur deux volets, notamment le volet réduction pérenne avec des optimisations des consommations d'eau tout au long de l'année, et sur le volet sécheresse pour identifier les actions de réduction pendant cette période. Parmi les bonnes pratiques, la première, c'est de rester informé tout au long de la période de sécheresse, notamment via le site Vivio, pour lequel vous pouvez vous inscrire aux alertes de ce site. Il est important également de cartographier les entrées et sorties d'eau et de définir et d'évaluer vos consommations et vos usages de l'eau. Il faut distinguer des usages qui relèvent des process, des lavages, des refroidissements, des usages sanitaires ou bien de l'arrosage, par exemple. Il est intéressant également de calculer les indicateurs de performance pour permettre de les comparer aux meilleures techniques disponibles si elles existent. Il est important également d'évaluer les pertes, donc par fuite ou par évaporation, et de diagnostiquer les volumes non mesurés pour permettre de caractériser les moyens de surveillance et de définir un programme de surveillance de la comptabilisation et de la surveillance des volumes consommés. Concernant les procédés consommateurs, donc voilà, ça va être les procédés qui vont consommer la majorité des eaux. Donc, il est important de les identifier et surtout d'identifier les leviers pour optimiser et identifier les contraintes sur ces procédés. Donc, le diagnostic doit aboutir, comme je vous le disais, à répondre à deux volets. Un plan de réduction en mode normal, c'est-à-dire identifier les investissements techniques et les changements de pratiques pour réduire la consommation de base. Et sur le volet sécheresse, un plan en période de sécheresse. Parmi les exemples, on peut citer l'arrêt des lavages de voiries ou de véhicules, l'optimisation des cycles de nettoyage, la mise en place de recyclage d'eau de process, et ça peut aller jusqu'à la réduction temporaire de certaines lignes moins critiques. Je vous ai illustré quelques actions simples ou plus développées qui peuvent être mises en place, notamment l'installation de compteurs ou sous-compteurs, de façon à permettre de responsabiliser et d'identifier les consommateurs au niveau de chaque atelier, agir sur les fuites et le gaspillage par des audits nocturnes ou hors production. Concernant le refroidissement, je rappelle que les circuits ouverts sont interdits sauf autorisation explicite dans les arrêtés préfectoraux des sites, mais ces circuits ouverts sont de base interdits. On en trouve encore, donc ce sont des points vraiment à regarder.
Concernant le refroidissement, voilà, on peut aussi avoir des choses, par exemple, l'optimisation du taux de recirculation dans les tares. Alors, sur ce type d'action, il faut quand même veiller aux inconvénients que peut générer cette optimisation des purges, qui pourrait être l'entartrage ou la corrosion des équipements. Donc, il faut veiller à optimiser tout en ayant en tête que ça peut engendrer des contraintes pour l'équipement et également pour le côté sanitaire par rapport au risque légionnel. Ça passe également par l'optimisation des process. Dans l'agroalimentaire, on peut trouver l'optimisation des NEP, le passage à des pistolets lavage automatique. Et le dernier volet est la réutilisation. Je vous ai cité par exemple la récupération des eaux de condensat de vapeur, des eaux pluviales ou des eaux de dernier lavage qui peuvent être réutilisées au sein du process. La réutilisation doit toujours se faire sous réserve des contraintes sanitaires, du respect des contraintes sanitaires. Et cette réutilisation est encadrée par des textes. L'objectif aujourd'hui n'est pas de vous détailler ces textes, mais il y a eu un champ réglementaire croissant ces dernières années et la réutilisation doit se faire dans le respect de cette réglementation et doit faire l'objet des informations à l'inspecteur par le biais de portée à connaissance. En synthèse, il est important donc pour chaque industriel de faire le point sur les dispositions applicables à chaque site, de connaître ses obligations, de vérifier sa conformité, par rapport aux différents seuils de vigilance, d'alerte renforcée et de crise, et d'anticiper les situations de sécheresse en étudiant les possibilités de réduction en sécheresse, mais également tout au long de l'année. Pour vous informer, on vous a remis sur cette diapositive les différents sites importants, donc Vigio, ainsi que les arrêtés sécheresse sur les sites internet des préfectures. Pour terminer, j'aimerais insister sur le fait que les entreprises doivent se conformer aux obligations en vigueur, anticiper les situations de crise et une approche raisonnée des usages de l'eau permet de répondre à ces exigences réglementaires, mais aussi d'améliorer la performance globale de ces installations. Je vous remercie et je vais rendre la parole à la CCI. Merci beaucoup, mesdames Lavigne et Champerdry, pour cette présentation. Comme convenu, nous allons prendre 5 petites minutes dès à présent pour répondre aux questions spécifiques pour l'Adréal. Donc, on a 3 questions dans le chat. Je vais vous les poser. Donc, la première, c'est au regard des niveaux de réduction présentés par les arrêtés départementaux et ministériels, et pour une ICPE, la réduction applicable au seuil d'alerte est de 5% et non l'auto-alimentation. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? La question est dans le chat, c'est plus simple pour vous de la lire. Alors, pour répondre à cette question, je reviens à la diapositive qui parlait de l'articulation des textes. Les arrêtés sécheresse, l'arrêté ministériel qui est applicable aux ICPE prévoit une réduction de 5% en alerte du volume de référence. Les arrêtés sécheresse départementaux qui évoluent, qui évoluent. Donc, aujourd'hui, le cadre prévu pour le seuil d'alerte, mais qui pourra évoluer
qui pourrait évoluer est l'autolimitation en alerte. Le projet d'arrêté sécheresse cadre dans le 53 est en train d'évoluer. Le projet est en consultation publique et ce seuil d'autolimitation a prévu d'évoluer et de se caler sur 5%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les cadres peuvent s'articuler, que c'est la disposition la plus contraignante qui s'applique, mais que voilà, il y a un travail à faire d'aller regarder ce qui figure dans les arrêtés départementaux et dans l'arrêté ministériel ICPE si votre installation est une ICPE. Sur l'arrêté en projet 53, c'est sur les mêmes volumes qui va s'appliquer le 5%. Oui, c'est sur le... Parce qu'il faut regarder à la fois les niveaux d'alerte, les réductions, mais bien vérifier sur quoi ça s'applique. Est-ce qu'on a les mêmes exclusions, notamment dans l'arrêté ministériel de 5% sur les volumes incompressibles. Dans l'arrêté ministériel, si vous prélevez, vous rejetez dans la même masse d'eau, on peut partir en net. Sur les arrêtés sécheresse, il faut vérifier tous ces points-là, en fait. Sur la définition aussi du volume sur lequel s'appliquent ces pourcentages. Et donc l'objectif, comme le projet en Mayenne, c'est de faire converger un maximum l'arrêté ministériel et ce qui s'applique dans les arrêtés départementaux pour en simplifier la lecture. Et si on en simplifie la lecture, on en simplifie l'application et on en simplifie le contrôle. Ok, merci pour cette réponse détaillée. J'ai une autre question. Les arrêtés départementaux ne mentionnent pas forcément les dérogations possibles indiquées dans l'arrêté ministériel pour les ICPE. Comme c'est le plus restrictif qui prend le dessus, est-ce qu'il y a quand même la possibilité de faire une demande de dérogation? Et si oui, quel est le moment le plus opportun pour faire ces demandes? Alors, la dérogation à quel texte? Parce que suivant quel texte est concerné, ce n'est pas... Enfin, d'ailleurs, le terme de dérogation n'est pas tout à fait adapté selon le cadre. Si c'est un arrêté sécheresse départementale, les demandes, il faut déjà les déposer auprès du service instructeur qui est la DDT, qui n'est pas le service installation classée, puisqu'on ne déroge pas à un arrêté installation classée, mais à un arrêté police de l'eau. Et donc, vous pouvez voir avec eux quel est le bon moment et si éventuellement il y a une latitude ou pas pour le faire. Et ça sera effectivement au niveau du préfet de département qui prendra la décision. Sur l'arrêté ministériel, c'est côté service de l'inspection, sachant qu'il pourrait y avoir des demandes, alors c'est pas tout à fait des demandes de dérogation, hein, c'est-à-dire on pourrait prendre des arrêtés préfectoraux complémentaires qui modifieraient les prescriptions de l'arrêté ministériel, mais sur la base de justification, et ça ne serait pas un simple allègement, mais ça serait assorti de prescriptions, et notamment, on pourrait penser à une réduction beaucoup plus ambitieuse sur le prélèvement en période de fonctionnement nominal classique. Mais ça serait à l'appui d'un porté à connaissance et d'une demande étayée. Côté des aménagements, on va dire plutôt, à l'arrêté ministériel de 2023. Ok, merci pour cette information. Et une dernière question. Une majoration automatique est appliquée si nous n'avons pas de compteur conforme sur nos prélèvements. Est-ce que vous pouvez confirmer? Alors, nous n'avons pas connaissance de cette majoration. Je ne sais pas à quel titre elle est appliquée. En tout cas, on ne l'a pas identifiée dans les textes sur lesquels nous, on intervient en termes de contrôle. D'accord. Merci. Le temps file, en fait. Merci pour votre intervention. Maintenant, nous allons passer à la présentation de Guylain Werner du cabinet Fidal. Donc, si vous pouviez passer à la présentation, s'il vous plaît.
Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Vous m'entendez? Parfait. Euh, Tout d'abord, merci à la CC de m'avoir sollicité donc, pour intervenir aujourd'hui sur un sujet assez précis, mais qui, vous allez voir, a des conséquences assez importantes pour les entreprises. Mon objectif en une vingtaine de minutes, c'est de vous faire comprendre un peu ce que sont les PFAS et quels sont les enjeux pour vous. Je suis donc Guylain Werner, je suis avocat, docteur en droit au sein du cabinet FIDAL. Et avant de commencer, je voulais profiter pour un peu préciser à quoi sert un avocat. On peut toujours avoir l'image un peu d'Épinal de l'avocat est uniquement porteur d'une robe et intervient au tribunal. Ce n'est pas du tout le cas. Bien entendu, un de notre rôle, c'est le dernier, de vous défendre. Mais on a aussi un rôle important de conseil qui va se matérialiser de deux façons. Le premier, c'est un rôle qui va avoir pour objectif d'anticiper vos obligations et les risques. C'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui avec le sujet des PFAS. Et puis aussi, un rôle de conseil pour vous aider à sécuriser vos projets. Et là, on intervient vraiment dans une dynamique de gestion de projet pour identifier les procédures qui vous sont applicables, vous aider à organiser les différentes études à commander, etc., le lien avec les différents acteurs, notamment les bureaux d'études. FIDAL, rapidement, pour présenter le cabinet, si vous ne le connaissez pas, donc c'est le premier cabinet français en termes d'avocats, en termes de chiffre d'affaires également. Et on a deux caractéristiques. La première, c'est qu'on a une implantation locale. On a 87 bureaux répartis à travers toute la France. Pour le coup, moi, je suis basé à Nantes. Et cette qualité fait qu'on est en capacité d'intervenir au plus près de vos problématiques et d'avoir une connaissance fine des enjeux du territoire et des acteurs aussi, notamment donc, par exemple des DREAL, ce qui peut être intéressant dans le cadre du dépôt d'un dossier d'autorisation. Et deuxième chose, c'est que, étant donné le nombre d'avocats présents, on intervient dans toutes les spécialités. FIDAL, à l'origine, c'est un cabinet de droit des affaires et droit fiscal, mais aujourd'hui, on a la capacité d'intervenir sur tous les sujets, et notamment en droit de l'environnement, qui est ma spécialité, où là, on intervient en conseil et contentieux sur toutes vos problématiques relatives à l'environnement, installations classées, cités sols pollués, biodiversité, et le sujet eau, comme la question des PFAS qu'on va voir aujourd'hui. Comme je vous le présentais en introduction, je vais d'abord rappeler ce que sont les PFAS, parce que c'est un sujet qui est sorti dans la presse et dans le langage commun, mais peut-être qu'on n'a pas forcément conscience de ce que c'est concrètement et de quels sont les enjeux. Pour ensuite aborder plus spécifiquement la question de pourquoi ça va être intéressant et même nécessaire en tant qu'entreprise aujourd'hui pour vous de vous intéresser au sujet des PFAS dans les rejets aqueux. Je vous ai mis la définition des PFAS, qui est une définition technique qui a été reprise dans le droit, une définition qui n'est pas forcément très claire si on n'est pas un ingénieur, mais la définition est celle-ci. Le PFAS, c'est toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché. En langage commun, les PFAS, c'est donc une substance, c'est un ensemble, une famille de substances chimiques qui a énormément de composés chimiques rentrant dans la famille des PFAS. Et ils sont utilisés depuis les années 50 dans énormément d'applications parce qu'ils ont plein de propriétés industrielles intéressantes. Ils ont des propriétés anti-adhésives, donc c'est là où, par exemple, vous pouvez les retrouver dans les poêles de cuisson, des propriétés imperméabilisantes, dans le textile notamment, ça va être utilisé, et résistantes à la chaleur en tant que retardateur de flamme, et ça a été vraiment utilisé à très grande échelle. On les retrouve, donc je vous ai mis des exemples, vraiment dans plein d'applications différentes. Et la particularité des PFAS, c'est qu'ils sont extrêmement persistants. C'est pour ça qu'on parle de polluants éternels. Et comme ils sont utilisés depuis les années 1950 dans énormément de processus, on les retrouve désormais partout, dans tous les milieux, dans l'eau, dans l'air, dans les sols et dans la chaîne alimentaire où ils ont tendance à se bioaccumuler.
Les PFAS aujourd'hui sont l'objet d'énormément d'études, mais on sait d'ores et déjà qu'ils sont une source de risques sanitaires et environnementaux. C'est documenté et il y a une forte suspicion sur d'autres aspects qui sont en cours d'étude. Mais voilà, il y a vraiment un enjeu de santé publique et de protection de l'environnement concernant les PFAS. Concrètement, ça va nécessiter d'arriver à sortir des PFAS, donc à ne plus les utiliser, ce qui parfois est facile. On peut trouver des substitutions évidentes. Pour d'autres applications, c'est moins le cas. Et surtout, il faut que ces substitutions soient économiquement viables. Donc, c'est vraiment le premier enjeu pour les PFAS. Et le second enjeu, qui est au même niveau, ce sera, comme c'est un polluant éternel, d'arriver à assurer la surveillance des milieux et puis la gestion de ceux qui sont pollués. Le sujet des PFAS est arrivé dans le débat public vraiment en 2023. Ça ne veut pas dire qu'il n'était inconnu avant, il y avait déjà eu des affaires sur le sujet, notamment dans les années 90 aux États-Unis, avec l'entreprise DuPont. Mais en 2023, une enquête journalistique a été publiée, c'était une enquête regroupant tous les journalistes de l'Union européenne, identifiant les sites pollués aux PFAS. Et la publication de cette enquête a vraiment créé un émoi assez large qui a poussé le pouvoir politique à s'emparer du sujet. Ça s'est traduit par la publication d'un premier plan ministériel du ministère de l'Environnement en 2023, qui a été remplacé par un plan d'action interministériel de 2024, dont je vous ai mis l'image, qui vraiment vise à déterminer les actions politiques qui vont être mises en place pour traiter le sujet PFAS. Concrètement, je vous renvoie au plan, mais celui-ci a pour objectif d'améliorer la connaissance des PFAS, leur surveillance, dans le but de réduire les émissions et les risques liés à l'exposition, en soutenant des travaux de recherche pour arriver à trouver des solutions pour s'en passer. À la suite de ces événements, les premières réglementations sont apparues. Certaines étaient déjà existantes, mais en tout cas se sont complétées. Et là, on voit vraiment un mouvement depuis 3-4 ans visant à développer les réglementations sur les PFAS, que ce soit d'abord au niveau de l'Union européenne, où là, on a une modification des grands règlements relatifs aux substances chimiques, donc en l'occurrence, le règlement sur les polluants organiques persistants, qui ont interdit donc certains PFAS, donc les PFOS dès 2019, en fait même dès 2009, eux c'est vraiment ancien, ça date des débuts des années 2000, mais en revanche PFOA en 2020 et PFHXS en 2023. Le règlement REACH a été révisé également, et là actuellement il y a une proposition européenne de restriction globale des PFAS dans le cadre du règlement REACH. Les discussions sont en cours et voilà, le règlement ne sera pas modifié avant la fin de l'année 2026 au plus tôt. On a eu des réglementations spécifiques qui sont également sorties, notamment je vous ai mis le règlement 2025-2509 qui vise à interdire les PFAS dans les jouets à l'horizon 2030. Pareil pour l'eau potable avec l'instauration de seuils de rejet de PFAS via la directive eau potable de 2020 qui a été transposée en droit français. Après l'Union européenne, il y a aussi également eu des législations spécifiques en France avec d'abord réglementation de législation, avec d'abord une campagne d'identification des PFAS dans les rejets aqueux, on y reviendra, mais aussi dans les rejets atmosphériques. Et puis surtout, peut-être que vous en avez entendu parler, la première loi spécifique aux PFAS qui date du 27 février 2025, donc il y a 1 an, et qui comprenait plusieurs mesures. D'abord, des mesures d'interdiction de PFAS dans les cosmétiques, dans les produits de fart et textiles d'habillement. Donc ça a compté dès le 1er janvier 2026. Alors, bon, je ne rentre pas dans le détail, il y avait des critères de seuil à remplir. Pour le textile d'habillement, c'est en 2 phases, entre 2026 et 2030. Deuxième apport de la loi, c'est la mise en place d'une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de PFAS dans les installations industrielles, on va y revenir. Et puis également, je mentionne la création d'une redevance eau spécifique aux PFAS. Voilà ce que je voulais dire en introduction sur le sujet des PFAS. Et maintenant, je souhaite vraiment
approfondir la question des rejets PFAS la question des PFAS dans les rejets à queue pour vous faire prendre conscience de la nécessité et de pourquoi vous devez intégrer le sujet dans vos problématiques en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, les obligations concernant les PFAS sont encore parcellaires et limitées et concernent plutôt les gros émetteurs. Je vous ai mis là rapidement les premiers grands textes. Donc on voit le premier et le troisième, ce sont des textes spécifiques aux installations classées soumises à autorisation au titre de la législation IED. Donc c'est vraiment les installations avec le plus gros impact. Pour les premières, les installations de traitement de déchets, elles ont une obligation de surveillance semestrielle de certains PFAS, donc le PFOS et le PFOA, dans leur effluent aqueux. Pour les dernières, les ICPE du secteur textile, il y a une obligation de mettre en place des mesures de réduction des PFAS dans les eaux rejetées. Et vous voyez, donc c'est un texte de 9 janvier 2025, donc on voit aussi que cette réglementation a tendance à se développer. Et puis également, c'est un texte plus large, c'est le second, l'arrêté de 98 intégré qui a été modifié pour imposer des seuils de rejet d'un PFAS, donc le PFOS, dans tous les rejets à queue des ICPE soumises à cet arrêté, donc c'est-à-dire globalement les ICPE soumises à autorisation. Si les textes sont encore limités, il faut avoir en tête qu'ils vont se développer, notamment à la suite des campagnes d'identification des rejets, de la présence des PFAS dans les eaux qui ont été diligentées par les arrêtés ministériels que je vous ai précités tout à l'heure. Il y a eu 2 arrêtés, le premier du 20 juin 2023, qui est applicable à une bonne partie des installations classées soumises à autorisation, environ 3000 établissements, et qui imposait aux exploitants de réaliser un inventaire des PFAS issus de leur activité, c'était assez global, et ensuite d'effectuer une campagne trimestrielle, donc c'est-à-dire un prélèvement par mois pendant 3 mois, d'identification donc des PFAS relevés, sachant qu'il y avait au minimum 20 PFAS à vérifier dans les rejets à queue, et ensuite de transmettre les résultats à l'inspection. Cette campagne a été dupliquée pour les stations de traitement des eaux usées urbaines par l'arrêté du 3 septembre 2025. Et la conclusion de ces différentes campagnes de mesures, c'est qu'il y a une présence généralisée de PFAS dans les rejets à queue qui va être la raison du développement des législations spécifiques sur les PFAS. Surtout qu'aujourd'hui, et ça c'est l'apport de la loi de 2025 que je vous ai cité, il y a une trajectoire de réduction des PFAS dans les rejets des installations industrielles. Cette trajectoire a été précisée par décret du 8 septembre dernier et la trajectoire est la suivante. C'est une diminution de 70% des rejets des PFAS d'ici le 27 février 2028 et l'objectif est de tendre vers la fin des rejets d'ici le 27 février 2030. Je précise qu'aujourd'hui, on n'a pas de définition d'installation industrielle. Donc, si là, les premiers textes se concentrent sur les gros émetteurs, il faut bien avoir en tête que demain, l'idée, ce sera de baisser et de concerner les émetteurs de plus en plus petits, voire davantage. Avec ces premiers textes embryonnaires, on voit que l'inspection des installations classées s'est emparée du sujet. Et depuis plusieurs années, les PFAS font partie de ces actions prioritaires. Et là, en 2026, une des actions prioritaires des installations classées, c'est la fin des rejets à queue des PFAS dans les ICPE. Concrètement, elle a annoncé dans sa fiche d'orientation de ces inspections de l'année qu'elle irait contrôler 200 installations classées concernées par la présence de PFAS pour vérifier qu'elles mettent bien une politique pour réduire leurs émissions de PFAS et que cette politique est bien efficace. À la suite de ces contrôles, on voit l'apparition des premiers arrêtés préfectoraux spécifiques à chaque installation classée relatifs au sujet des PFAS. Pour l'instant, ils concernent les gros émetteurs, je vais y revenir. Et ces arrêtés contiennent différentes mesures. Ils peuvent pérenniser la surveillance de PFAS, donc imposer à l'exploitant de pérenniser dans le temps la surveillance des PFAS, parce que pour les arrêtés que j'ai cités juste avant, c'était uniquement un contrôle,
un contrôle trimestriel et puis ensuite pas de suite. Et donc là, les arrêtés peuvent pérenniser ces mesures de surveillance, obliger à instituer un plan d'action et détailler son contenu pour que l'établissement sorte des PFAS, etc. Attention toutefois, et là c'est bien entendu une réflexion d'avocat, comme il n'y a pas, à la suite de l'exposé, vous venez de le voir, il n'y a pas encore de texte général spécifique réglementant les PFAS, l'action des installations classées et du préfet ne se fait que dans le cadre de police classique des installations classées. Et donc, toutes les mesures qui sont prises doivent respecter notamment les principes de nécessité et de proportionnalité. Autrement dit, c'est toujours intéressant de vérifier lorsque des mesures vous sont imposées relatives aux PFAS, qu'elles sont bien nécessaires et proportionnées par rapport à vos rejets actuels de PFAS. Si besoin, nous sommes à votre disposition pour vous aider sur ce point. En plus d'une intervention de l'inspection, on a également un développement des premiers contentieux relatifs aux PFAS que je voulais vous mentionner, notamment en contentieux judiciaire. Donc là, il y a une décision de la Cour d'appel de Versailles du 18 juin 2025, qui est un litige très spécifique, mais de cession d'un site industriel, d'un ancien site installation classée, où l'ancien exploitant a été reconnu donc responsable pour la pollution de la nappe phréatique au PFAS, parce qu'il avait utilisé des mousses incendie sans gérer les résidus. Et il a dû donc financer la remise en état du site, soit environ 15 millions d'euros. Et puis, à côté de ça, on a également le développement des contentieux plus de masse qui vont intéresser le public, et notamment la procédure des 200 contre les PFAS qui a été initiée le 29 janvier 2026 par un peu moins de 200 personnes, qui ont assigné auprès du tribunal judiciaire de Lyon les entreprises Arkema France et Daikin Chemicals France en vue d'obtenir la reconnaissance de leur responsabilité du fait de la contamination de la veille de la chimie en Rhône-Alpes au PFAS. Ces contentieux devraient également se développeront par la suite, c'est certain. Je le mentionne également, il y a une possibilité de contentieux pénal. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction spécifique sur les PFAS, mais des infractions classiques, notamment de pollution de l'eau, pourraient être utilisées en cas de présence de PFAS pour rechercher la responsabilité, le cas échéant. En conclusion de mon exposé, mon objectif est que vous reteniez vraiment deux choses. La première, c'est que si la réglementation PFAS est aujourd'hui encore très parcellaire, elle monte en puissance. Les textes se multiplient et vont être de plus en plus généraux et de plus en plus précis. On voit bien qu'il y a une action renforcée des autorités sur le sujet et donc potentiellement un risque de sanction, et également une montée en puissance des contentieux qui peuvent aboutir à une mise en jeu de la responsabilité, mais au minimum aussi à une mise en jeu de l'image de l'entreprise. Et c'est pour cette raison qu'en tant que conseil, nous, on préconise d'anticiper le sujet, que vous soyez émetteur, bien sûr, mais là, vous êtes déjà concerné, mais même si vous êtes pas un gros émetteur de PFAS, l'objectif sera pour vous d'objectiver vos émissions de PFAS pour mettre en place un plan d'action proportionné, bien entendu, de réduction, voire de suppression, et d'être dans une démarche proactive pour anticiper la réglementation et la législation qui vont se développer et éviter de se retrouver bloqué. Et là, j'ai notamment un sujet en tête qui, pour l'instant, n'est pas du tout encore abordé, c'est la question du reuse, donc la réutilisation des eaux usées, puisque le sujet des PFAS va être intégré au reuse et que demain, le reuse sera très impossible, voire très difficile, voire impossible, si les eaux contiennent des PFAS. Et pour cette raison que ça peut être intéressant d'anticiper le sujet en tant qu'entreprise, mais pour ne pas trahir un secret, je crois que la CCI a prévu d'organiser un webinaire sur le sujet du reuse, donc peut-être que nous pourrons développer ce sujet à ce moment-là. Voilà en synthèse rapidement ce que je voulais vous exposer sur le sujet des PFAS. Et je redonne la parole donc à Monsieur Minot de la CCI. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. On passera à la partie questions à la fin du webinaire. On a pris un petit peu de retard, désolé. Voilà.
Donc face à ces défis, finalement la CCI ne vous laisse pas seul. Nous avons développé le programme Ressourceau. Donc c'est un programme régional que nous portons en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le soutien de l'Europe pour accompagner les entreprises vers une gestion plus sobre de l'eau. Donc c'est pour ces 3 prochaines années, l'objectif est de sensibiliser 1200 entreprises du territoire et d'en accompagner individuellement 150. Pour cela, nous avons 4 grands axes de sensibilisation afin de donner les premières clés, montrer certains leviers d'action ou encore présenter des aides. Donc on a des ateliers territoriaux au plus proche des enjeux locaux, des webinaires comme aujourd'hui pour explorer différents sujets sur un format court. Nous animons aussi le Club Eau des Pays de la Loire, qui est un espace d'échange entre pairs pour partager les bonnes pratiques et les points bloquants, par exemple. Et finalement, nous organisons chaque année une grande conférence pour rassembler tous les acteurs autour d'une thématique forte, prendre de la hauteur et approfondir nos connaissances avec une ou des personnes expertes. En plus de tout ça, vous pourrez trouver en ligne différentes ressources, par exemple les replays de nos webinaires, comme celui-là, qui couvre différentes thématiques autour de l'eau, et des supports synthétiques qui vont décrypter un certain nombre de sujets, comme par exemple la valorisation des eaux non conventionnelles ou les bonnes pratiques, ainsi qu'un kit sécheresse qui va être destiné aux entreprises des Pays de la Loire pour les accompagner dans l'anticipation et la gestion face aux périodes de tension hydrique. Et au-delà de la sensibilisation, pour passer à l'action, nous proposons un accompagnement individuel et sur mesure. Ici, nous réalisons un diagnostic des usages de l'eau pour proposer un plan d'action concret. C'est un accompagnement qui se déroule en 4 étapes. Il y a d'abord la réalisation d'un état des lieux. Donc, un conseiller ressourceau recueille vos informations de consommation et de rejet d'eau, que ce soit vos factures ou vos propres relevés, puis vient dans l'entreprise pour cartographier les usages, comprendre les process et identifier les leviers d'économie d'eau potentiels. Ensuite vient la phase d'analyse où, à partir de toutes les informations recueillies, nous réalisons un rapport pour objectiver la situation et proposer un plan d'action concret et priorisé. Puis ce rapport et ce plan d'action sont présentés à l'entreprise. Et finalement, nous ne vous laissons pas seul avec ce rapport, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions et dans la recherche d'aides financières disponibles pour vous aider à investir. Et pour mener à bien ces actions, nous sommes aujourd'hui une équipe de 4 conseillers répartis sur la région, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et pour commencer, vous pouvez réaliser un rapide autodiagnostic afin d'évaluer la maturité de votre entreprise sur la gestion de l'eau et identifier les premiers leviers d'action en réalisant un flash diag eau qui va être disponible sur le site de la CCI ou en scannant ce QR code. Donc, je vous remercie. On va passer rapidement aux questions qu'on a eues suite à l'intervention du cabinet FIDAL. Si j'arrive bien entendu à accéder aux questions. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est plutôt peut-être des questions par rapport à la DREAL, donc je ne sais pas si... Alors, vous allez oui, vouloir répondre. on veut bien parce que juste quelques précisions et en même temps, voilà, des notions qui pourront répondre aux différentes questions. Après, on laissera effectivement Fidèle compléter s'il le souhaite. Juste une précision par rapport à l'AN de 2023 qui vise à commencer à avoir un état des lieux de ce qui peut être rejeté en PFAS dans certaines activités. Ce qu'il faut garder en tête, c'est pas uniquement les sites qui mettent en œuvre des PFAS ou qui fabriquent des PFAS.
C'est beaucoup plus large que ça. En région, on n'a pas de fabricant de PFAS. Ça peut être des sites, notamment qui rejettent des PFAS parce que justement, il y a eu des pollutions ou d'utilisation d'émulseurs dans le réseau ou parce qu'ils font des tests réguliers de leurs émulseurs sur site. Ça peut être l'arrêté ministériel est rédigé de telle sorte qu'en fait, ça vise tous les sites qui rejettent des PFAS, y compris si les PFAS, ils sont dans les eaux d'approvisionnement. Puisque l'objectif de cet arrêté ministériel, ça répond bien au plan d'action. D'ailleurs, c'est la même chose sur l'arrêté ministériel sur les rejets atmosphériques, c'est déjà de commencer à acquérir de la connaissance. Ça veut dire aussi que les sites qui ont eu à faire ces analyses ne sont pas obligatoirement les plus gros émetteurs. Il y a encore beaucoup de sites industriels, et pas qu'industriels, puisqu'on a pu constater dans cet arrêté ministériel, c'est que typiquement les installations de stockage de déchets non dangereux, c'est-à-dire de déchets d'ordures ménagères, crachent du PFAS, puisque le PFAS a été utilisé et continue à être utilisé dans beaucoup d'usages domestiques. Donc attention, ce n'est pas l'arrêté ministériel n'a pas visé a priori les plus gros émetteurs. C'était un premier effectivement lancement pour avoir 3 campagnes pour savoir où on en trouvait. Attention, ce ne sont pas que les sites qui fabriquent des PFAS ou qui utilisent des PFAS en matière entrante qui sont visés par cet arrêté ministériel. Ça rejoint la question de oui, le site ICPE est responsable de pollutions qui ont pu intervenir sur son site, notamment en raison d'utilisation de mousse lors d'accidents ou de déclenchement intempestif, mais l'ICPE est aussi responsable des pollutions sur des mousses qui ont été employées par les équipes du SDIS, c'est-à-dire les équipes de secours pompiers, sur votre site. Donc ça, c'est aussi pour répondre à un point. Par rapport à l'action nationale 2026, elle est elle est beaucoup plus proportionnée que ce qui a été affiché, c'est-à-dire elle ne vise pas en 2026 à faire 0 rejet de PFAS dans les ICPE. C'est pas ça l'action nationale 2026, elle est dans la continuité des précédentes actions. Pour les sites qui ont déjà des mesures, effectivement, comme ça a été évoqué, on a une action qui se poursuit à l'échelle locale par l'inspection, qui peut être de demander la surveillance, de faire des contrôles sur site et de commencer à faire des ETE, toujours de manière proportionnelle. Il y a un arrêté ministériel suite à ce premier arrêté ministériel qui était un one-shot sur 3 mesures, qui est attendu pour appliquer une surveillance pérenne sur les sites. Donc, il ne sera pas du à façon locale, mais qui portera bien sur une surveillance pérenne. Sur la vision proportionnée, attention, la vision proportionnée, elle n'est pas qu'au niveau de la concentration de ce que vous pouvez rejeter, elle est aussi en fonction de l'environnement que vous rejetez et des usages que vous rejetez. Puisque le plan national, c'est investigation. Investigation, on l'a vu, il y a des mesures qui sont complétées sur le réseau eau potable, il y a des mesures qui sont complétées sur les stations d'épuration, donc vous pourrez être réinterrogé par les gestionnaires de stations sur lesquelles vous êtes raccordés. Et il y a aussi la directive cadre sur l'eau qui intègre des nouvelles normes de qualité environnementale sur les PFAS. Donc tout ça, ça se répond. Donc l'objectif de proportionnalité, il est aussi extrêmement important de le prendre dans l'acception plus large de l'environnement. Pour répondre à l'enquête Disclose, donc sur l'enquête Disclose, oui, il y a eu cette enquête qui a été relayée par différents relais dans la presse, notamment. Sur les 2 sites qui sont évoqués dans le Maine-et-Loire, sur l'enquête Disclose, effectivement, il y en a 2. Il y en a un dans un méthaniseur, là où il y a une erreur d'unité, qui a été corrigée depuis. Je tiens d'ailleurs à signaler que toutes les données au titre de l'arrêté ministériel de 2023 des ICPE sont publiques. Elles sont publiques sur 2 sites. Elles sont publiques sur un site national qui regroupe toutes les données dans l'eau de surveillance des PFAS, que ce soit sur la surveillance de la qualité de l'eau souterraine, la surveillance de la qualité eau superficielle, de la surveillance de l'eau potable. Ça, c'est un site national. Et en plus, ces données-là sont mises en ligne sur les sites respectifs de chacune des DREAL pour les régions concernées. Donc, vous pouvez aller consulter, notamment sur ce méthaniseur. Donc, attention, quand on parle des plus gros émetteurs, il y a, et ça, c'est effectivement parce que c'est de la responsabilité des exploitants de transmettre ces données, il y a notamment cette erreur-là. Après, le sujet, ça a été sur des ICPE qui sont raccordés à des stations d'épuration qui elles-mêmes pratiquent l'épandage. Et là, attention, il faut garder en tête la proportionnalité entre ce qui est envoyé en flux
par l'ICPE sur la capacité globale de la station de raccordement. Une chose est sûre, c'est cet arrêté ministériel de recherche dans les flux amont-aval des stations d'épuration aura des répercussions sur les installations classées, plus généralement les industriels qui sont raccordés aux stations. C'était juste les quelques points de complément. Merci pour ces compléments. Guylain, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez des arguments. Oui, écoutez, merci. Bien entendu, sur le champ d'application du contrôle, je confirme que c'est bien plus large que les émetteurs. C'était bien l'objet de mon exposé et que c'est pour cette raison que le sujet PFAS doit être pris en compte par toutes les entreprises aujourd'hui. Le deuxième point sur l'objectif de l'inspection des installations classées. Donc oui, j'ai repris le titre de la circulaire qui fixe les obligations. Donc c'est tendre vers la fin des rejets des ICPE. Donc je me suis fié au contenu de la circulaire. Et enfin, sur la vision proportionnée, donc je partage tout à fait votre position, que c'est bien une appréciation au cas par cas, applicable à chaque établissement. D'accord, super. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous. Et pour terminer ce webinaire, j'ai à mon tour quelques questions pour vous qui étiez là. Ça vous prendra environ 2 minutes. En fait, c'est pour vérifier si, si le message qu'on voulait passer est bien passé. Pour ceux qui sont encore avec nous, donc c'est face au durcissement réglementaire à venir, quelle stratégie est-ce que vous privilégieriez pour sécuriser votre activité? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Merci. Quoique oui, la réponse tend vers la réponse C, mettre en place un plan de continuité d'activité et anticiper la surveillance de vos rejets. Donc, c'est exactement le message qu'on voulait faire passer via ce webinaire aujourd'hui, c'est que la gestion de l'eau, ce n'est pas une réaction à la crise, mais c'est vraiment une stratégie d'anticipation. Aussi, pour ceux qui veulent répondre, on aurait voulu savoir si vous connaître votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre encore une fois. Voilà. Et finalement, j'aurais voulu aussi savoir, derrière, ça nous intéresse aussi de savoir tout simplement si tout cela vous a donné envie de passer à l'action. Donc, voici encore un dernier petit sondage. Et finalement, en tant que acteur de la CCI, nous sommes là pour vous aider, bien entendu, dans vos démarches et pour vous lancer dans des démarches de sobriété hydrique, notamment via le programme Ressourceau. Je vois on a déjà beaucoup de réponses. La plupart des gens ont dû répondre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et à vous souhaiter une excellente journée. Le replay de ce webinaire vous sera communiqué dans les prochains jours par mail. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour votre présence et je vous dis au revoir et à bientôt.